Bienvenue sur EVI TV, votre chaîne de référence, votre monde en images. EVI TV, c'est bien plus qu'une chaîne de télévision, c'est une plateforme d'excellence qui vous connecte à l'actualité, au savoir et au divertissement. Notre objectif est de fournir une programmation de haute qualité qui vous tiendra engagé et diverti. Politique, société, religion, culture, événementiel, découverte, actualité, divertissement, films et séries, musique, publicité, chaque programme est conçu pour vous informer, vous inspirer et vous divertir. EVI TV, la télévision qui vous ressemble. Tchomba Ondo, expert médico-légal. Il s'est tenu une audience foraine ce lundi 12 mai 2025 au camp Lufungula, affaire opposant le ministère public, la partie défenderesse et la partie de victime. Mise en place terminée, mot d'ouverture de l'audience. La Cour appelle l'affaire inscrite sous le RPA numéro 470/025 en cause auditeur militaire supérieur du ministère public et partie civile Salomon Kabongo et Aimé Kiningu Bukalabama. Présentation de comparants. Après, commissaire supérieur adjoint Kanza Dunia à la barre. Commissaire adjoint Libenge Kaïbe. Suivi de la présentation des avocats. Conjointement avec Maître Joyce Issio, avocat après la Cour d'appel de Kinshasa Matete, conjointement avec le commissaire supérieur adjoint Jado Kosoli, défenseur militaire régulièrement agréé auprès de la juridiction. Puis, invitation à la barre des experts. Le professeur général médecin Tchomba Ondo a exposé et expliqué le terme technique médico-légal de son rapport d'autopsie. Consiste plutôt à ce que le professeur Tchomba puisse expliquer devant votre cour le fait qu'après avoir procédé au devoir auquel il a été soumis par la Cour, pourquoi a-t-il demandé ou a-t-il fait 9 recommandations à votre cour? Quelle serait l'incidence de ces 9 recommandations? Alors que lui, expert de son état, a fait un travail d'un expert. Cependant, avant de conclure, il dit, pour la manifestation de la vérité, il y a lieu que la Cour procède aux 9 recommandations, entre autres, quelle a été la santé de Kabé avant sa mort, quels sont les témoins qui l'ont vu avant de décéder, les conditions dans lesquelles il était détenu, et ainsi de suite. Pour lui, ces recommandations, quelle est l'incidence de ces recommandations, au cas où elles ne sont pas observées par la Cour, pour la manifestation de la vérité? J'ai dit. Merci, Votre Honneur, pour la parole accordée. C'est vrai que... C'est vrai qu'au pénal, il n'y a pas de hiérarchie de preuves. Donc, on doit rester vrai et examiner tous les points à fond. C'est dans ce sens-là que je souhaitais que si on veut vraiment connaître la vérité, que l'on aille puiser un petit peu dans ces domaines-là. D'après les dires, ce que on a reporté ici, en disant version de apprendre avec les réserves d'usage, cela signifie que on rapporte sans cautionner ce que l'intéressé ou
raconte. Donc on ne prend pas position. Il s'est fait que la personne avait été arrêtée et emmenée, d'après l'historique, à la primature. De là, la personne a été amenée au cachot, je crois, de l'auditorat, quelque chose comme ça. Lorsque cette personne est arrivée, elle devait, à moins qu'elle ait été seule dans la cellule, s'il y avait d'autres personnes avec elle, il serait intéressant quand même de savoir dans quel état cette personne est arrivée à cet endroit. Et de un. De deux, son état de santé se présentait comment? Lorsque quelqu'un arrive maladif, ou en train de trembler, ou en train de boiter, n'importe qui peut savoir que cette personne n'est pas bien. Si cette personne n'est pas bien, on s'enquiert quand même de son état, de façon à pouvoir lui apporter les secours nécessaires, si c'est nécessaire. Cet aspect serait intéressant quand même à exploiter. Dans quel état le regretté fiston est arrivé à la primature et qui l'a emmené au cachot de la garnison, je crois. S'il y avait d'autres co-détenus, ceux-ci ont pu voir dans quel état cette personne est arrivée. Ce serait important. Après l'avoir arrêté, on l'a emmené, comme je viens de vous le dire. Mais c'est un agent de l'ordre. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un en détention sans l'auditionner, sans savoir ce qu'elle a commis comme infraction, ainsi de suite? Si cela a été fait, ça doit être consigné dans un PV. Il faudrait voir un peu ce qu'il y a dans ce PV qui peut aussi aider. Les conditions de détention. Une reconstitution, ça veut dire une descente sur la scène de crime, peut nous apporter beaucoup d'informations. Rien qu'à voir l'état de l'endroit où les gens sont détenus, les conditions dans lesquelles ces gens sont détenus, tous ces éléments sont importants. Et si les conditions de détention ne sont pas favorables à l'état de santé de certaines personnes, ceci est aussi une information importante à creuser. Et les co-détenus demeurent toujours des témoins privilégiés. Je pense que pour le triomphe de la vérité, il faudrait écouter un peu leur version des choses parce qu'ils étaient détenus ensemble. Un autre problème soulevé, on les a emmenés à Troyes, à l'hôpital militaire. Pourquoi est-ce qu'on les a emmenés à l'hôpital? C'est que leur état n'était pas bien. Entre le 25 et le 29, je crois, le jour où Fiston nous a quittés, il s'est écoulé 3 ou 4 jours. Quel était l'état de santé de Fiston à ce moment-là? Si son état se détériorait, pourquoi ne l'a-t-on pas emmené à l'hôpital tout de suite? Et donc, ce sont toutes ces questions qui reviennent. Par rapport aux lésions, pour un peu expliciter les attentes
de l'organe de la loi. Lorsqu'on reçoit un coup sur la tête, selon l'intensité de ce coup, on peut être groggy. Ça veut dire qu'on perd plus ou moins connaissance. Et si le coup est très très fort, on peut même tomber. Ça signifie que les cellules du cerveau ne fonctionnent plus. Lorsqu'on tombe inconscient, on ne choisit pas comment on va tomber. La première partie du corps qui touche le sol, c'est cette partie-là qui portera les indices de la chute. C'est ainsi que si on tombe à la renverse, la partie postérieure de la tête peut cogner le sol. Selon l'intensité de cette chute, les lésions peuvent être tout à fait évidentes. Et dans ces cas, on peut effectivement aussi perdre connaissance. Les lésions que l'on a décrites peuvent relever d'autres causes, comme je viens de vous dire, une chute, en cas de crise d'épilepsie, en cas de baisse du taux de sucre dans le sang. Quand c'est ainsi, le cerveau ne fonctionne pas. On est un peu court-circuité, la personne peut tomber. On ne va pas choisir de quelle façon elle peut tomber. Quelqu'un qui pique une crise d'épilepsie va se retrouver dans la même situation. C'est cela aussi qu'il fallait creuser pour savoir si, au-delà des signes qui montrent que les lésions constatées sont des lésions antémortem, ça veut dire du vivant de la personne, on élimine tout de suite les autres instruments vulnérables parce que le type de lésion vous conduit à en déduire l'organe ou l'objet qu'on a utilisé pour ce faire. Par exemple, lorsque vous utilisez un couteau c'est une arme blanche, tranchante, coupante. Une arme comme ça laisse toujours des lésions particulières qui ont des caractéristiques particulières. Mais lorsque l'arme utilisée, l'objet utilisé, c'est un objet qui a une masse, un volume, un poids, on dit objet contendant. Il faut savoir comment cet objet a été manié, manipulé. Un objet qui n'acquiert pas une vitesse ne peut pas générer de l'énergie cinétique. Et donc, pour que l'objet contendant arrive à produire une lésion, il faut que cet objet ait une certaine vitesse. C'est ça qui génère ce qu'on appelle l'énergie cinétique. C'est le transfert de cette énergie sur un corps, sur n'importe quelle cible, qui va provoquer soit, lorsque la structure de la cible n'est pas costaud, n'a pas une structure solide, c'est l'objet qui va être donné. Et donc, le type de lésion provoquée par des objets contondants, ce sont des ecchymoses. L'ecchymose, c'est une suffusion sanguine superficielle, ce qu'on appelle bleu. Ça, c'est la contusion du premier degré. Mais si l'intensité est plus forte, elle peut créer ce qu'on appelle une bosse sérosanguine, c'est-à-dire un hématome. Et l'hématome, c'est une contusion de second degré. Et il se crée une collection de sang. Voilà. C'est ce qu'on avait constaté effectivement à l'examen des couilles de regretté fiston. Lorsque cette intensité est encore beaucoup plus forte, elle peut provoquer la fracture de n'importe quel os.
Ici, c'est la boîte crânienne, c'est un os qui peut aussi se fracturer lorsqu'il y a un coup important. Ce que je n'avais pas trouvé dans ce cas, par contre, j'avais trouvé des échymoses, des hématomes, et à l'intérieur de la boîte crânienne, de l'hémorragie cérébrale. Les cellules nerveuses sont excessivement sensibles et vulnérables à la diminution ou au manque d'oxygène. Dès que la quantité d'oxygène baisse un peu, on a des vertiges, on peut tomber. Si ce temps perdure, on peut tomber en syncope. Et si on ne fait rien, on entre dans le coma. Et si on ne fait rien, on peut perdre quelqu'un. Voilà un peu votre honneur, si je peux me limiter là, en attendant d'autres questions. Ok, merci beaucoup. Les explications sont tout à fait claires, mais la soif de la Cour n'est pas tout à fait atteinte. Parce que la Cour voulait savoir l'incident. Est-ce que vous avez donné la réponse sous 7 louis réserve? Alors, en cas d'inobservation de l'une des conditions, est-ce qu'il y a un incident direct sur le résultat que vous aviez présenté? Que il y a eu mort d'homme. Et donc c'est une perte. Et on n'a pas le droit d'être superficiel. Donc on doit épuiser toutes les sources d'informations qui permettent à la vérité de triompher. C'est dans ce sens-là. Par exemple, si auprès des témoins privilégiés, ceux qui l'ont vu dernièrement vivant, on peut avoir des informations qui peuvent être utiles. Le fait de voir dans quelles conditions ils étaient détenus, ça peut nous aider aussi à comprendre que, à la suite d'une défaillance, il a pu se passer ceci ou cela. Et sans ces informations, on peut conclure. Ce que l'on a mis noir sur blanc, ce sont nos constatations. Ça s'arrête là. Mais pour tracer un lien d'imputabilité entre à dire c'est ceci ou cela qui a provoqué, ça c'est pas le travail du médecin légiste. Nous examinons les lésions, nous essayons de comprendre comment ces lésions ont été produites, on appelle ça cinétique lésionnelle, et la gravité de ces lésions, leur impact sur la vie de la personne, ainsi de suite. Ça, oui, ça c'est notre travail. Mais nous, on ne veut pas dire désigner les responsables. Non, ça c'est le travail de l'organe de la loi et des enquêteurs. C'est pour ça qu'il faut revoir un peu tous ces aspects. Il y a un élément important. Oui, allez-y. Il y a un élément important, votre avis. Les 3 personnes ont été conduites à l'hôpital central militaire. En arrivant, le médecin de l'hôpital a constaté que Fiston était déjà mort. Il est important de savoir si Fiston était mort au cachot, à l'extérieur du cachot, ou pendant son transfert. C'est très très important tout ça dans le timing. Il a été conduit avec 2 autres détenus qui, eux, ont été hospitalisés. Où sont-ils? Parce que c'était des co-détenus. Donc, eux aussi pouvaient nous donner quelques informations utiles sur ce qui a pu se passer en dernier lieu. C'est pour ça que j'avais soulevé ces quelques préoccupations votre. Ok, merci beaucoup. À part ça, est-ce que vous êtes édifié? Nous avons encore d'autres questions. Non, d'abord, vous êtes satisfait par rapport à la réponse
Merci, Monsieur le Président. Ce qui a été dit tout à l'heure par le médecin légiste est tellement clair. Ce qui a été dit tout à l'heure est tellement clair. En ce qu'il commence d'abord par dire qu'il s'agit d'une mort d'homme et qu'il ne faut pas prendre ça à la légère et qu'il faille épuiser toutes les recommandations. Donc il faut fouiner pour en savoir plus. Mais certes, j'apprécie sa modestie. Il dit qu'il se limite à faire le constat. C'est ainsi qu'il a par exemple parlé de la baisse du taux de sucre qui peut être aussi à la base de la mort. Mais je voudrais quand même, parce qu'il a presque dit en finissant, a-t-il vu le certificat de décès, oui ou non? Merci votre honneur pour vos questions. Non, justement. Dans des cas comme ça, ce n'est pas ce certificat de décès qui est valable. Le certificat de décès, c'est l'expression écrite des constatations cliniques. Donc, lorsque la personne meurt, le médecin qui constate le décès peut faire ce certificat. Mais si le décès est suspect, si les conditions sont suspectes, ce certificat n'est pas valable. Il sera valable après la mission, par exemple, que vous nous avez donnée. C'est à nous à délivrer le certificat de décès parce que nous aurons constaté la cause du décès. Voilà. En tous les cas, nous n'avons pas eu ce certificat et ce serait intéressant aussi de savoir quel est le médecin qui a rédigé ce certificat. Parce que c'est lui qui a examiné le corps avant que nous le fassions. Donc, il peut avoir des informations importantes. Un médecin bien formé peut faire la différence entre un bleu, une blessure, ainsi de suite. Si le corps qu'on lui apporte présente des signes d'agression, tout de suite, il va avoir le réflexe de se dire, ça ce n'est pas une mort naturelle. Une mort naturelle, c'est une mort de cause interne. Par exemple, quelqu'un qui souffrait du cœur, qui en meurt, quelqu'un qui a fait un AVC une, 2 fois, troisième fois, qui en meurt, quelqu'un qui a une cirrhose, qui en meurt, on sait que cette personne souffrait de ceci et elle est partie. Et quelqu'un qui apparemment n'avait pas ce genre de problème. Et vous en prenez tout d'un coup qu'il est mort, ça fait partie des morts que l'on qualifie de suspectes. Et toute mort suspecte relève de la justice, votre honneur. C'est à ce moment-là que vous le requérez et nous faisons notre travail. Donc, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes satisfaits du fait que le médecin légiste confirme n'avoir pas vu le certificat de décès. Encore que, à se dire, s'il existait, il serait suspect parce qu'il s'agit d'une mort suspecte. Dès lors que Kabe, avant de décéder, a passé plus de 4 jours au niveau de l'auditorat sans que l'on sache dans quelles conditions il était. Avec votre permission, je crois qu'il y a des confrères qui ont des questions à faire poser. Merci. Ok, c'est bon. Merci, messieurs les premiers présidents, de la parole accordée. Déjà dans l'entrée du jeu, messieurs les premiers présidents, nous saluons la narration telle que présentée par l'expert en séjour, messieurs les présidents. L'on peut encore réaffirmer en ce jour, messieurs les premiers présidents, de ce que nous avons dit à l'audience de la fois passée, que nous confirmons ce rapport, et ce rapport va à l'avantage ou à l'intérêt de tous les prévenus qui comparaissent par devers vous, messieurs les premiers présidents. Mais voici une autre question, messieurs les premiers présidents. Monsieur le premier président, parce que l'expert vous a dit tout à l'heure ici que les policiers KBA, sa mort est suite à l'hémorragie cérébrale. Et par rapport à l'hémorragie cérébrale, le médecin a parlé de 2 causes. Il a donné des hypothèses, monsieur le premier président. Il a parlé des tensions dans le cerveau, il a parlé les chocs, ainsi de suite. Maintenant, notre question est celle-ci. Comment peut-on retenir
détention cérébrale à l'égard de la mort du policier Kabea. Quand il parle de détention cérébrale, on peut admettre ou on peut conclure que les policiers Kabea avaient reçu les coups administrés par quelqu'un, ou soit les policiers Kabea avaient reçu les coups lorsqu'il était tombé, ou soit la tension était par rapport à l'AVC. C'est ça les trois préoccupations, monsieur le Premier Président. Parole accordée. C'est vrai que c'est pas évident pour le juriste de comprendre les mécanismes qui peuvent amener à la mort. C'est vrai que ce n'est pas votre tasse de thé, mais c'est parce que vous n'avez pas eu la formation biomédicale. C'est tout à fait normal. C'est un peu le problème que nous avons avec les termes juridiques. C'est un peu compliqué. Ce sont les griefs que les uns font aux autres, ainsi de suite. Il faut qu'on se comprenne. En médecine, la médecine n'est pas une science exacte comme les maths. Il y a des faisceaux qui conduisent à un certain diagnostic. Ces faisceaux, c'est tout ce que l'on constate d'anormal. Quelqu'un de normal, il marche comme ça. Quelqu'un qui n'est pas normal, il marche comme ceci. Pourquoi il marche comme ça? On cherche à savoir. Et lorsqu'on trouve la cause, on peut mettre le lien entre cette cause et la mort éventuellement. Voilà. Pour l'hypertension, être détenu, c'est pas passer un temps au cachot, c'est pas comme passer un temps à la plage. On est stressé, on a perdu sa liberté, on n'est pas sûr du lendemain. Si en plus les conditions de détention ne sont pas bonnes, cela influe sur la tension de la personne. Il peut faire effectivement ce qu'on appelle un pic hypertensif, c'est-à-dire une montée brutale de la tension artérielle. Mais les vaisseaux du cerveau peuvent, si ce pic arrive, peuvent éclater et provoquer ce qu'on appelle l'hémorragie cérébrale. On appelle ça accident vasculaire cérébral, ici hémorragique, parce qu'il y a éclatement du vaisseau. Ça peut arriver. Ne l'ayant pas examiné de son vivant, nous ne pouvons pas connaître son état de santé avant. Souffrait-il d'hypertension? Soignait-il cette hypertension ou non? Et ainsi de suite. Donc, la question reste pendante en ce qui concerne l'hypertension. 2. Il y a des maladies qui provoquent une sidération du cerveau. C'est l'épilepsie dont je vous ai parlé. Et quelqu'un qui pique une crise d'épilepsie, une crise d'épilepsie ne passe pas inaperçue. C'est tout à fait spectaculaire. Et par conséquent, l'éco-détenu, s'il était advenu qu'il ait fait, qu'il ait piqué une crise d'épilepsie au cachot ou à l'extérieur du cachot, les témoins privilégiés restent encore les détenus. Encore faudra-t-il savoir si le regretté fiston souffrait d'épilepsie. Là, c'est son médecin de famille ou sa famille pourrait nous renseigner sur ce point. Voilà. Ok, merci beaucoup. Satisfait. Tout à fait, monsieur le Premier Président. Franchement, la défense, j'espère, j'allais dire, excusez, monsieur le Premier Président. Je reviens toujours à l'une des questions que nous venons de faire poser à l'expert, parce qu'il parle des coûts. Lui étant médecin, lui étant expert, qu'est-ce que la défense peut retenir
c'est un coup ou ce sont des coups constatés par un individu ou ce sont des coups constatés lorsque la personne était tombée par terre. Nous voulons vraiment être éclairés, précis par rapport à cette réponse. Un coup asséné sur le crâne ébranle le cerveau que la boîte crânienne est censée protéger. Cela peut amener au cisaillement de vaisseaux qui peuvent éclater et donner aussi une hémorragie. La question est celle de savoir quelle est la réponse de l'expert, consistant à ce que KBA a passé plus de 4 jours dans les conditions que lui-même a décrites, sans manger ni boire. Est-ce que dans pareilles conditions, déjà qu'il a dit tout à l'heure qu'être déjà en détention, ce n'est pas être à la plage, cela peut causer des ennuis sur la santé. Et KBA qui passe 4 jours au-delà, sans manger ni boire, et qu'il a été même constaté que son ventre et sa vessie étaient vides. Est-ce que les conditions telles que décrites peuvent-elles à la base de la baisse du taux de sucre? En pareilles conditions, est-ce que, voudrais-je dire, ces conditions peuvent-elles être à la base d'une crise pouvant entraîner jusqu'à la mort? Nous avons dit. Tout à fait. Effectivement, nous avons constaté que il n'y avait rien dans l'estomac, même pas le reste des repas digérés, qu'on appelle chimie. C'était anormal. Et puis, au niveau des mains, nous avons remarqué des signes de déshydratation. Et ce qui a expliqué aussi qu'au niveau de la vessie, on n'a rien trouvé comme urine et ainsi de suite. Et effectivement, l'hypoglycémie peut provoquer une chute comme ça d'ailleurs. Et selon la manière dont on tombe, les parties du corps qui touchent le sol peuvent être endommagées. Donc, l'hypoglycémie, comme dit Maître, peut effectivement provoquer ça. À l'adresse de l'organe de la loi, d'après ce que je viens d'apprendre, n'ayant pas été témoin de cette violence, et ainsi de suite, c'est ce qui est reporté. Normalement, on n'aurait pas dû l'amener ni au cachot, ni à l'auditorat. Quelqu'un que l'on a lynché, parce que c'est ça qu'il faut sous-entendre, son état nécessite l'hospitalisation et non pas la détention au cachot. C'est une question à laquelle il faudra quand même qu'on réponde. Parmi les interrogations que j'ai posées, c'est dans ce sens-là, autrement. Donc, j'apprends effectivement que l'arrestation était tumultueuse. Les détails que l'on vient d'apprendre ici, coup de crosse, coup de pied, et ainsi de suite. D'accord. Crosse. Tout objet contondant, il y aura la forme de la crosse. Voilà, sous forme d'échymose, sous forme d'hématome. Parce que tout objet contondant qui a acquis une certaine vitesse génère ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Et ça se traduit justement sur la cible, soit sous forme de bleu, échymose, soit sous forme de bourse. Quelqu'un dont l'état de santé était fragilisé par les coups éventuellement reçus, et le garder pendant 3 à 4 jours. D'où l'importance
de revoir encore les conditions de détention, ce qui a pu se passer. Qui se présente dans cet état peut être dans quel état, pendant combien de jours. Le sang, ça commence à circuler maintenant. Est-ce que c'est tout de suite qu'il tombe, qu'il s'évanouit, qu'il perd connaissance, qu'il a des vertiges? Ça peut prendre combien de temps? Cette question, c'est va le renvoyer à la deuxième. Merci beaucoup. Vous avez cité une partie ici, les veines. Le sang doit circuler dans les veines et les artères. Le sang ne peut pas se trouver en dehors de cela. C'est anormal. Donc, dès qu'on trouve du sang en dehors des tuyauteries, c'est qu'il y a un problème. C'est un peu comme avec la régie des eaux. Lorsque un tuyau est percé, l'eau sort. L'eau devrait être dehors, devrait circuler dans la tuyauterie. Voilà. À propos de la fracture, on n'a pas constaté de fracture. Dans la page 6, j'explique les effets d'une contusion, les effets d'un traumatisme. Ça peut provoquer l'échymose, l'hématome, la fracture, ainsi de suite. C'est ça que ça veut dire. Là, c'est une explication. Ce n'est pas ce que nous avons constaté. Nous n'avons pas constaté de fracture. Sinon, ce serait documenté. Et on n'a pas l'habitude de taire ou de cacher ce que l'on a vu, ni d'ajouter ce que l'on n'a pas vu. Ce n'est pas déontologique du point de vue médico-légal. Nous nous battons pour le triomphe de la vérité. En aucun cas, nous ne pouvons taire ce que nous avons constaté. Non. En quoi est-ce qu'on pourrait vous aider? Voilà un petit peu. Y a-t-il une autre préoccupation d'entre vous? Merci. L'heure, ah oui. À propos du certificat, la personne est arrivée morte à l'hôpital. À quelle date? À cette date-là. Et donc, si cette personne était morte le 28, on l'aurait amenée le 28. Parce que la place du mort, c'est pas parmi les vivants. Donc on l'a amené directement à la mort. C'est pour ça qu'on a retenu cette date. Voilà. Le médecin qui l'a eu, lui, sait, puisque c'est lui qui a emmené la dépouille de fiston à l'hôpital, à cette date-là. C'est celle-là que l'on a retenue, parce qu'on ne peut pas inventer. Et de un, comme j'avais répondu à l'organe de la loi, si des lésions aussi importantes, si les lésions aussi importantes qui ont touché le cerveau, la personne serait morte le même jour. Il y a une plus grande probabilité que cette personne soit morte le même jour, eu égard à la gravité des lésions. Oui, mon général, nous vous avons bien suivi. Mais je voudrais revenir sur la question. Ici, la Cour vous a bien compris. La Cour doit noter que, au niveau de la médecine légale, il n'est pas possible que vous puissiez déterminer l'heure ou le jour du décès de quelqu'un, d'un cadavre. Parce qu'on apprend en archéologie, on a trouvé des os qui datent d'autant d'années. On a trouvé ceci, un cadavre qui date d'autant de mois. Mais vous avez été saisi. Et je vous rappelle que vous avez dit ici que c'est le médecin qui avait constaté le décès. Ne pouvait pas, ou pouvait estimer, non, voilà, la cause de la mort, il est mort par ceci, par cela. Et que le vrai certificat, c'est vous, médecin légiste. Nous devons noter qu'à votre niveau, je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes pas
attelé par rapport à rechercher ça. Vous vous êtes contenté au jour qu'on vous a rapporté du décès. Est-ce qu'il est impossible? Il vous a été impossible de déterminer l'heure et le jour et l'heure du décès de M. Kabila. Mais la dernière question, vous n'avez pas aussi répondu à ça. Combien de temps quelqu'un qui est atteint d'une hémorragie cérébrale peut résister? Vous avez la parole, docteur. Merci au Seigneur pour la parole accordée. Je crois qu'il faut recadrer les choses pour que vous compreniez mieux. C'est notre travail de déterminer la date et ainsi de suite. Nous avons des méthodes pour ça. À la question que vous m'avez posée, quant à la date, je vous ai dit, nous avons retenu la date du 29 parce que c'est à cette date que l'on a emmené le corps mort à l'hôpital. C'est tout. Mais maintenant, comment on procède pour déterminer l'heure et ainsi de suite? Lorsque le souffle de vie quitte le corps, celui-ci ne reste pas comme du bois. Il entre dans une phase de dégradation que l'on appelle, permettez-moi d'utiliser le terme parce que c'est le terme usité, qui s'appelle thanatomorphose. Il y a 10 phases. Il y a 10 phases. Pendant ces phases, le corps se transforme et il gonfle, il commence à dégager des odeurs qui attirent les mouches, qui viennent pondre leurs œufs. Ces œufs deviennent des larves qui se nourrissent des muscles, ainsi de suite, jusqu'au stade de squelette. Et ainsi de suite. Jusqu'à la disparition complète du squelette. On appelle ça minéralisation. D'ailleurs, dans les Écritures, on dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est exactement cela. Et nous le constatons. Lorsque le corps commence à dégager des odeurs, il attire une série de mouches intéressées par le stade de dégradation, par le stade de putréfaction. Ces mouches viennent pondre leurs œufs. L'examen de ces œufs, l'examen des larves nous indique que la présence de ces larves signifie que la mort remonte à 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, et ainsi de suite. Vous ne trouverez jamais certains types de mouches après 6 mois, 6 mois après la mort. Non. 6 mois après la mort, le corps dégage encore des odeurs qui n'attirent que spécifiquement certains types de mouches, ainsi de suite. On appelle ça l'entomologie médico-légale. Ça nous permet, à partir de l'étude de ces insectes, de déterminer plus ou moins, c'est pas à 1 heure près, la date de décès. On peut trouver des corps abandonnés dans la savane ou ailleurs. On ne trouve que un peu de peau et le squelette. Pour déterminer le temps écoulé, on appelle ça le délai post-mortem, le temps écoulé entre la survenue de la mort et le moment où on examine, où on trouve le corps, c'est ça qu'on appelle délai post-mortem. On utilise toutes ces méthodes-là. Donc il y a moyen. Ici, nous avons constaté tout simplement que ce corps avait été emmené mort à la mort. C'est tout ce que l'on pouvait dire. Mais le fait que l'on n'ait rien trouvé dans l'estomac, le fait que l'on n'ait rien trouvé dans la vessie, signifie que ces personnes n'étaient pas nourries. Parce que quand vous mangez, il faut 2 heures, 3 heures pour digérer complètement. Ce que vous avez mangé ce matin, si la mort survenait avant 18 heures, on ne va rien trouver de tout ça. L'estomac aura déjà malaxé, digéré, ce serait passé dans les intestins.
Ça aussi, ça nous permet, si on trouve le reste d'un repas, ça nous permet de dire, maman remonte à autant d'heures et ainsi de suite. Ayant été plus explicite et clair, ayant vidé le matière du jour, la Cour a libéré l'expert professeur général médecin Tchomba Ondo a vaqué à ses multiples occupations qui l'attendaient. Merci beaucoup, mon général. La Cour pose la question aux parties au procès. Est-ce qu'on peut se limiter à l'intervention du docteur ou c'est encore important de faire comparaître le capitaine Mwamba parce que son père spirituel a tout dit. Qui a vu Jésus, en fait, qui a vu le père n'a plus dépassé par des intermédiaires. On a vu Jésus, c'est tout. Il n'y a plus de questions, tout est clair. Ok. Greffier, veuillez acter que les parties ont constaté, en fait la Cour constate que les parties n'ont plus de questions à poser et déclare que l'intervention du docteur, du général, est tout à fait claire. À l'explosion de la vérité. Et soyez-en assurés qu'à chaque fois qu'on aura une difficulté du genre, en fait, ce sera jamais laissé faire en fait. Merci mon général. C'est moi qui vous remercie, votre honneur et l'Auguste Coulon. Ok, police d'audience, faites comparaître les capitaines médecins. Bienvenue sur EVI TV, votre chaîne de référence, votre monde en images. EVI TV, c'est bien plus qu'une chaîne de télévision, c'est une plateforme d'excellence qui vous connecte à l'actualité, au savoir et au divertissement. Notre objectif est de fournir une programmation de haute qualité qui vous tiendra engagé et diverti. Politique, société, religion, culture, événementiel, découverte, actualité, divertissement, films et séries, musique, publicité, chaque programme est conçu pour vous informer, vous inspirer et vous divertir. EVI TV, la télévision qui vous ressemble.